Cette fois, ce n'est plus une valse, mais une ronde qui ne tourne plus. Cette ronde dans laquelle le candidat Macron voulait faire entrer pendant sa campagne les maires et autres élus locaux. Une ronde qui aurait réconcilié Paris et sa province, car il disait, le sémillant marcheur, vouloir s'appuyer sur des maires disruptifs qui, à l'image de Gérard Collomb à Lyon, savaient, pour le bien d'un territoire, faire travailler ensemble majorité et opposition, se souvenant avec Alain Juppé qu'une nouvelle ligne de tramway n'est ni de droite ni de gauche. À ces maires, Macron promettait un nouveau pacte girondin, un nouvel acte de la décentralisation. Et puis finalement, les édiles ne sont pas entrés dans la danse du président élu, et ils l'ont dit cette semaine au Congrès annuel des maires de France. Suppression de la taxe d'habitation, des emplois aidés, 13 milliards d'économies demandées aux collectivités en 5 ans. Un nouveau président sans expérience d'aucun mandat local, taxé par ses opposants d'énarchisme et de technocratisme. Et si la France était plus que jamais malade de son jacobinisme ? Des maires en colère parce que nous attendons des réponses précises lors de ce congrès de la part du gouvernement. Les réponses précises, en un mot, les maires sont au service de tous les concitoyens. Et aujourd'hui, l'État participe, comme ça a été fait par le passé, mais plus amplement, à un petit jeu de massacre. Il faut que ça s'arrête, parce que nos concitoyens ont besoin d'être épaulés, pas de participer à un jeu de massacre, surtout des plus petites communes. Ce qui me préoccupe le plus, c'est des positions brutales, comme celles que nous avons eues sur les emplois aidés, par exemple. On a un garçon qui rentrait de vacances, il pensait que son contrat était prolongé d'1 an, une personne en situation de handicap, on lui a dit lundi tu prends ta Pôle emploi. On ne veut plus ça. Il y a toujours eu des zones de frottement entre l'État centralisateur et les communes, mais aujourd'hui on arrive aux limites de l'exercice qui mettent en cause la décentralisation, c'est-à-dire une certaine idée de la liberté locale. Et là-dessus, évidemment, le président de la République est très attendu. Un président Macron très attendu par les élus locaux. Il leur a annoncé jeudi soir dans un long discours une refonte en profondeur de la fiscalité locale à l'horizon 2020. « J'ai besoin de vous », a-t-il martelé après s'être fait siffler à son arrivée porte de Versailles. Mais le président est resté ferme, notamment sur le sujet controversé de la taxe d'habitation. C'est profondément injuste cet impôt. Alors pourquoi le défendre ? Il est injuste socialement. Il est injuste socialement parce qu'il est aveugle sur la capacité contributive. Parce que pour une même surface, dans les 3 exemples que j'ai donnés, on peut gagner 2 SMIC ou 5 SMIC, on va payer la même taxe d'habitation. Ça n'est pas juste. Et d'ailleurs, nos concitoyens qui le vivent comme ça ne considèrent pas que ce soit juste. Mais c'est pas juste pour les classes moyennes. Parce que d'ores et déjà, c'est un impôt dont 30% est payé par l'État. Donc ne découvrons pas les choses. Pour les classes populaires, cet impôt, il est déjà payé par l'État. Donc vous-même, lorsque vous protestez contre ce remboursement par l'État de 80%, vous semblez oublier que 30% est d'ores et déjà payé par l'État. Parce que des mesures de justice ont auparavant été prises. Mais qui, aujourd'hui, est la victime de cet impôt ? Les classes moyennes françaises. C'est ça la réalité. Bienvenue dans l'Esprit public, Gaspard Ganzer. Bonjour. Vous venez de passer 5 ans à l'Élysée, au cœur de la machine étatique, bien sûr, comme conseiller de François Hollande. François Hollande, à qui les élus locaux avaient beaucoup reproché aussi ces coups de rabot dans leur budget, l'accusant de prendre les collectivités locales comme variable d'ajustement. Est-ce que vous le comprenez aujourd'hui, de nouveau, le blues des élus locaux français ? Est-ce que vous considérez que la tentation jacobine française l'emportera toujours, de par notre Constitution, sur le projet girondin et décentralisateur ? Je pense que la tendance jacobine est très forte en France, elle est très forte chez les élus nationaux, et c'est vrai que le non-cumul des mandats, qui est une bonne chose, va accentuer cette tendance, parce que maintenant les élus, une fois à Paris, vont avoir tendance à chercher des économies partout, et notamment dans les collectivités territoriales. Je crois que à l'époque de François Hollande, il y avait 2 forces qui agissaient en même temps et qui pouvaient sembler contradictoires. D'un côté, effectivement, des économies importantes qui avaient été demandées aux collectivités territoriales pour financer ce qu'on appelait à l'époque le pacte de responsabilité et améliorer la compétitivité des entreprises. Et en même temps, une volonté de renforcer les territoires avec d'une part la constitution de 13 grandes régions, et d'autre part la création des métropoles. Et un effort qui avait été fait par ailleurs par la ruralité. Mais moi-même, je n'avais pas toujours été très à l'aise avec l'idée de demander parfois des économies douloureuses sur l'investissement ou le fonctionnement aux collectivités territoriales. Et donc je ne suis pas plus à l'aise aujourd'hui par ces efforts massifs demandés aux collectivités territoriales par le nouveau président de la République et son gouvernement, parce que je crois que l'époque est à la proximité, à la confiance dans les élus locaux. Et moi, si je suis parisien, je suis pas parisien tendance jacobin, je suis
suis parisien tendance communard et je crois à l'autonomie des collectivités territoriales et c'est un bien sacré qu'il faut savoir protéger. Il y a une maladie française du jacobinisme, Sylvie Kaufmann? Oui, certainement. C'est une tradition qui est très forte, mais et que d'une certaine manière, on peut facilement accuser Emmanuel Macron d'incarner, parce que c'est le premier président de la République sous la Ve République, en tout cas qui à part le général, qui n'est pas été élu local, oui, exception de taille. Il y a eu un temps où on célébrait la victoire de l'élection à la présidence à Chamalières, à Château-Chinon, à Tulle. Là, il n'y a pas de fief électoral. Voilà, là, on a eu le Louvre et l'hymne européen. Donc, c'est une autre des ruptures macroniennes, si je puis dire. Alors, je pense qu'il en était conscient, puisque pendant la campagne, il a assez bien identifié les fractures françaises. Je me souviens d'une interview, c'est plus laquelle, où il identifiait les trois France, la France des métropoles, des gens qui sont à l'aise avec la mondialisation, la France des banlieues qui aspire sans doute à réussir aussi dans cette mondialisation, mais qui se heurte à des tas d'obstacles, et puis la France périphérique, c'est la France rurale, la France des petites villes, et qui, elle, est vraiment celle des laissés pour compte et réservoir notable de voix du Front National. Et à nouveau, pendant la campagne et le jour de son élection, Emmanuel Macron a bien dit qu'il ne fallait pas perdre ça de vue, ces 11 millions de voix du Front National. Alors, il a lancé l'idée du pacte girondin, et puis voilà, il y a eu la préparation du budget, les 13 milliards d'économies à faire, les polémiques sur l'aide publique au logement, les emplois aidés que vous avez cités. Et on est arrivé à cette situation cette semaine totalement crispée où les maires sont très mal. Enfin, une grande partie d'entre eux. Il faut voir aussi que la fonction de maire a énormément évolué. Il y a la montée des intercommunalités, qui a profondément changé leur travail, qui a enlevé pas mal de compétences aux municipalités, surtout les petites. Il y a le non-cumul des mandats, qui explique aussi qu'on a maintenant une Assemblée nationale où il n'y a plus de maires. C'est la première fois, je crois. Donc, ils se sentent sous-représentés aussi dans la représentation nationale. Donc, tout ça fait un panorama qui fait que, oui, la tendance dresse un tableau qui fait que, la tendance jacobine est toujours assez puissante. Mais bon, on reviendra sans doute sur ce congrès des maires qui ne s'est pas tout à fait passé comme on avait prévu. C'est-à-dire que je trouve qu'on a encore eu un exercice macronien assez extraordinaire. Il a vu monter le mécontentement et la frustration, les difficultés, parce qu'il y a une vraie complexité très profonde du travail des maires aujourd'hui. Enfin, en même temps, les maires sont toujours des gens qui sont au contact de la population, et je crois que dans les sondages, dans les études d'opinion sur le niveau de confiance accordé aux élus, c'est encore les maires qui gardent le meilleur niveau, contrairement aux élus nationaux. Donc il sait tout ça, et il a fait très attention de déminer le terrain, d'abord avec une méthode que maintenant on commence à connaître. Il a reçu beaucoup de gens, il a mis en action 2 anciens grands maires qui sont Édouard Philippe, maire du Havre, et Gérard Collomb, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, mais ancien maire de Lyon. Il a mis aussi à la manœuvre Jacqueline Gourault, qui est ministre des collectivités locales, sénatrice pendant de longues années. Et qui a été un pilier au Sénat pendant 25 ans de tout ce qui est politique locale, donc qui a la confiance, qui sait de quoi elle parle. Et puis il a fait intervenir donc Édouard Philippe avec ce discours la veille. Il a reçu ses 1500 petits maires entre guillemets à l'Élysée, voilà. Et finalement, je pense qu'il a pas mal déminé. Il y a un sujet, donc, Christine Ockrent, entre le macronisme et cette France des territoires et ces élus locaux qui ont sifflé le chef de l'État au Palais. Oui, mais pour prolonger ce que vient de dire Sylvie Kaufmann, certes, il y a eu quelques sifflets, et là, Emmanuel Macron a utilisé la même formule en disant j'avais interdit à mes militants de siffler. Je pense que les maires peuvent s'abstenir de siffler. Donc il y a eu quelques brefs applaudissements. Et pour que Jupiter se mette à jouer Scheherazade, ce qui était l'autre image, en disant, puisque François Baroin lui avait enjoint de tenir la parole, j'allais dire le crachoir, pardon. Allez-y.
la parole aussi longtemps qu'il n'aurait pas convaincu. Et donc là, il y a eu ce moment absolument drôle, parce que totalement convaincu de sa propre capacité à jouer Scheherazade, le président a dit je tiendrai bon le temps de vous convaincre. Et j'ai été très frappée de la tonalité, m'a-t-il semblé, vers la fin, qui n'était pas du tout la même, forcément, que les déclarations du début, et en particulier celles qu'on a entendues au début de cette émission. Mais c'est-à-dire je crois que Macron est parvenu à convaincre une partie. Il a retourné son auditoire l'espace de quelques... Retourner, je crois que le verbe est peut-être trop fort, mais je crois qu'il a convaincu avec un raisonnement qui tient quand même, si l'on sort de cette habitude admirable et très française de dire les Jacobins, les Girondins, etc. Et si on dit, voilà, il faut trouver de l'argent, on demande de baisser les impôts. On a vu quand même au fil des années que ce sont les collectivités locales qui, fortes de ces réformes bienvenues de décentralisation, ont le plus augmenté leurs dépenses. À ce moment-là, il faut à un moment donné avoir un raisonnement à peu près cohérent, sinon logique, en disant il faut réduire les impôts, il faut réduire les dépenses, où trouve-t-on l'argent ? Et donc demander aux collectivités locales, elles aussi, de faire un effort. Je ne me lancerai pas devant Daniel Cohen, devant un raisonnement économique, mais il me semble qu'il y a un raisonnement de bon sens auquel les administrés peuvent être sensibles. Autre argument, il ne faut jamais oublier qu'en fait, l'impôt sur le revenu n'est payé en France que par la moitié des citoyens, ce que je trouve personnellement d'ailleurs une très mauvaise chose. Je crois qu'il faudrait un impôt sur le revenu symbolique, mais qui ferait participer tout le monde à cette forme-là de responsabilité. Et s'agissant des impôts locaux, quand on voit en Île-de-France, par exemple, ou dans certaines régions où il y a des résidences secondaires, où les gens sont parfaitement à même de payer des impôts locaux élevés, on se demande comment font les gens qui vivent là à longueur d'année. Donc il y a une vraie inégalité. Il me semble que c'est un argument qu'il faut retenir. Daniel Cohen, frémit d'impatience à vous répondre sur ce fameux pragmatisme macronien et ocrantien du jour. Non, mais ce qui est certain, c'est ce discours, cette question, cette façon d'aborder les choses, Jacobin contre Girondin, comme Christine vient de le dire, masque tout de même le fait que depuis 1980, le gros de la croissance des dépenses publiques a été porté, alors par la sécurité sociale d'un côté, naturellement, mais de l'autre, par les collectivités locales, bien plus que par l'État. C'est-à-dire que la moitié de la croissance des emplois a été portée depuis 1980 par les collectivités locales. Donc il y a eu une croissance très vive, en effet, portée par la première loi de décentralisation, celle de Defferre, comme on dit, puis la deuxième, celle de Raffarin au début des années 2000. Donc tout ça a créé beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, en termes d'emploi public, c'est 2,4 millions pour l'État et 1,8, je vérifie quand même, oui, 1,8 pour les collectivités locales. Donc on est au touche-à-touche. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes emplois, c'est surtout catégorie C, donc assez mal payé dans les collectivités locales, et c'est très au-dessus, A ou B pour l'État, mais quand même, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Or, cette croissance, elle a été malheureuse, et c'est là qu'on peut retrouver Jacobin et Girondin. Elle a été malheureuse parce que beaucoup des emplois créés sont venus à la demande de l'État, au fond, qui a demandé aux collectivités locales de se substituer à l'État, pour les politiques sociales, avec le RSA en particulier, puis pour s'occuper des collèges, etc. Donc, ils ont fait des choses qui leur ont donné du pouvoir, donc ils étaient contents de le faire, mais en réalité, le fond de l'affaire, ils en étaient dépossédés. Et je crois que c'est ça qui vient clasher, c'est-à-dire cette histoire de taxe d'habitation. Macron peut raconter ce qu'il veut, qu'elle est injuste et qu'il était temps. Ça fait partie de son programme électoral. Pourquoi il a supprimé la taxe d'habitation ? Je pense que c'est un mystère pour personne. C'était pour habiller la suppression de l'ISF. On enlevait l'ISF, 5 milliards, c'est moins puisqu'on a gardé la taxe sur l'habitation. Il fallait faire quelque chose d'une ampleur comparable, donc taxe d'habitation, et ça faisait un beau paquet de suppression des taxes sur le patrimoine, on va dire. Mais et ça peut se justifier. Et ça a quelles conséquences sur l'autonomie financière des collectivités locales, cette suppression ?
leur a promis qu'on allait leur rendre l'équivalent de cette taxe, mais ça fait à peu près les mêmes ordres de grandeur que ce que par ailleurs le gouvernement veut leur retirer, c'est-à-dire 12 milliards de plus, enfin c'était 10 dans le programme, c'est un petit peu augmenté, et qui fait suite à la baisse des dotations que le précédent gouvernement, celui de Gaspard si je puis dire, mais avait été obligé en quelque sorte de consentir aussi pour participer à la purge budgétaire. Donc il y a le fond qui est, on leur retire des ressources et c'est toujours très désagréable, mais je crois qu'au-delà de ça, il y a une crise d'identité. On est, au fond, notre puissance reste conditionnée au bon vouloir de l'État, à la fois pour les missions et par les ressources, et c'est ça ce qui, en effet, exigerait de revenir à ce qu'on veut faire des collectivités locales, quel est le degré d'autonomie. Donc j'ai entendu un point, moi, qui me paraît très positif, très intéressant, c'est celui du droit à l'expérimentation, qui pourrait devenir pérenne si cette expérimentation locale aboutissait. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que une des raisons pour lesquelles, en effet, ce débat girondin jacobin est intéressant, c'est parce que l'État a besoin d'expérimentation sociale. Il faut qu'on sache si on peut mieux faire la politique sociale ou pas. Et ça, l'État en haut peut pas le faire parce que c'est tout ou rien. On change ou on change pas. Donc, retrouver ce rôle d'expérimentation, il faut voir après si c'est juste des mots de tribune, mais je crois que ça pourrait être très intéressant. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. N'ayons pas la mémoire courte, vous nous l'avez rappelé, Daniel Cohen, vous avez cité les lois Raffarin sur la décentralisation et puis bien sûr la première grande loi Defferre. Justement, replongeons-nous dans l'ambiance sonore de septembre 1981. Gaston Defferre est à l'Assemblée pour défendre sa loi et vous allez voir ce qu'il explique sur le caractère irréversible, selon lui, de la décentralisation. Maintenant, c'est-à-dire bientôt, quand la loi sera appliquée, les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française et qu'il faudrait y revenir. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés? Ces textes sont irréversibles, car quand les élus ont commencé à disposer de la liberté, quand ils ont goûté des libertés que nous leur offrons, plus personne ne pourra leur faire renoncer à ces libertés, et vous n'oserez plus le demander. Je prends rendez-vous avec vous, dans quelques années, non seulement vous ne proposerez pas de revenir en arrière, mais vous proposerez des moyens nouveaux pour accroître, si c'est possible, les libertés que nous donnons aux élus. Gaspard Ganzer, elle est amusante et intéressante, cette archive de septembre 81 et l'enthousiasme décentralisateur d'un Gaston Defferre, persuadé que cette histoire-là va suivre comme ça une courbe ascendante. Est-ce que c'est en effet ce que nous raconte ensuite l'histoire politique française? Largement, quand même, puisqu'il y a eu des vagues de décentralisation successives, il y a eu parfois des tentatives de reconcentration du pouvoir qui sont arrivées dans les années 80, 90 et même en 2000, mais globalement, le sens de l'histoire va vers plus de décentralisation. Et je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la décentralisation, c'est pas simplement une question d'efficacité des politiques publiques, même si c'est aussi cela. Parce que moi, j'ai, dans ma carrière, qui commence à faire quelques années maintenant, travaillé pour l'administration d'État et pour des collectivités territoriales, et je peux vous dire que sur la grande majorité des politiques publiques, ce sont bien les collectivités territoriales qui sont le mieux placées pour agir. Les politiques sociales, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi bien sûr l'urbanisme, le logement, la gestion de la propreté, des aménagements, etc. La dynamique économique même, l'État devrait se concentrer davantage sur ses politiques régaliennes, l'éducation et quelques autres politiques, mais pas se mêler de tout. Et là, j'ai un peu peur de cette tentative de recentralisation qui en fait point derrière quand même. Et je suis pas sûr que l'efficacité soit au niveau de l'État. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que la décentralisation, c'est aussi, et c'est ce que dit Defferre, c'est un progrès démocratique. Les libertés locales sont avant tout des libertés et il faut faire confiance à ces élus de proximité qui sont, il faut quand même s'en réjouir, les derniers élus qui sont à peu près reconnus par les citoyens. Les élections municipales sont un grand rendez-vous démocratique. Je pense que celles de 2020 ou de 2021, parce que j'ai cru comprendre que le président de la République envisageait de les repousser, seront un grand rendez-vous démocratique pour le débat public. Et je crois qu'on aurait tort de revenir sur ces libertés. Vous pensez aussi, Christine O'Crane, que ce président-là serait recentralisateur, comme disait Gaspard Ganzer à l'instant? Encore une fois, je crois que si le président s'en tient à cette
discipline de pragmatisme qui va devenir de plus en plus difficile. Il ne faut pas se raconter d'histoire, parce qu'évidemment la politique va reprendre ses droits. Mais si véritablement le président veut tenter de remettre une certaine cohérence entre les objectifs et les moyens, il va sûrement s'efforcer, et il l'a annoncé encore une fois, d'aller jusqu'au bout de l'une de ces réformes. S'agissant de l'expérimentation sociale dont parlait Daniel Cohen, ça je crois que c'est tout à fait fondamental. Il faut pouvoir, à micro-échelle, pouvoir essayer des choses. Mais hélas, et là, je ne suis pas d'accord avec Gaspard, si les collectivités territoriales avaient été tellement efficaces, s'agissant d'emploi, s'agissant de logement, s'agissant de gommer les inégalités, etc. Mais, hélas, enfin, je veux dire, le pays serait en meilleur état. Et en particulier, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la controverse sur les emplois aidés. Parce que autant on voit au niveau individuel ce que rappelait cet élu tout à l'heure, un garçon qui rentre de vacances et tout à coup il n'a plus son emploi aidé. Mais au niveau des municipalités, si ces emplois aidés sont devenus tellement importants, et on peut le comprendre, dans la vie collective à l'échelle d'une petite commune, à ce moment-là, il faut que cet emploi soit budgété dans le budget de la commune. Il y a un moment où entre l'importance accordée à ces rôles nécessaires, que ce soit au niveau de l'école, au niveau de l'assistanat social, etc., mais à ce moment-là, il faut que ce soit inclus dans les budgets et non pas considéré comme quelque chose à la marge, et on est bien content que l'argent vienne d'en haut. Ce n'est pas un signe d'efficacité, me semble-t-il. Vous nous avez cité tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, Jacqueline Gourault, donc cette ancienne sénatrice, aujourd'hui ministre, qui a vocation à aller consoler ou en tout cas rassurer les élus locaux. Jacqueline Gourault a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'expliquer que selon elle, le macronisme résout l'habituelle contradiction entre girondisme et jacobinisme avec la notion de contrat, de contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Est-ce que c'est un artifice intellectuel ou est-ce que ça peut vraiment être une réalité? Non, je pense que ça fait partie de l'expérience, de l'expérimentation dont parlait Daniel Cohen tout à l'heure, et on voit comment le discours de la droite a évolué aussi là-dessus, puisqu'on est passé, grâce à ça en fait, parce qu'on est passé d'un discours très dur, à la Laurent Wauquiez, qui était ce président à la haine de la province, le désert de l'âme. J'aime beaucoup cette expression, mais elle dit quelque chose. Enfin, désert est un mot qui nous parle, comme on dit, surtout en termes de territoire. Voilà, donc la droite qui a essayé d'établir cette image. Il y avait à gauche le président des riches et à droite le président hors sol. Et puis on a vu ce discours évoluer parce que la recentralisation, l'argument ne tient pas totalement. Il y a, je suis d'accord avec Gaspard Ganter, il y a une dynamique vers la décentralisation. La question après, c'est comment on l'a fait, c'est quelle méthode, comment s'exerce cette décentralisation dans la mesure où l'État de toute façon reste fort en France. Et voilà. Et vous avez des maires comme le maire de Toulouse qui est LR, les Républicains, Jean-Luc Moulin, qui dit il faut sortir de cette contradiction, de la contradiction permanente. Moi, j'ai envie d'essayer. Il faut être acteur aux côtés de l'État. Et donc c'est là qu'on va voir ce que ça donne avec cette expérience de la contractualisation qui visiblement présente pas mal d'attrait pour de nombreux élus. Daniel Cohen, vous y croyez à cette nouvelle méthode, cet autre regard sur la décentralisation version Macron ? Bon, le problème, c'est que quand on dit des contrats entre l'État et les collectivités locales, on reste toujours quand même dans l'idée que il y a besoin sans cesse de vérifier que l'un vérifie ce que fait l'autre et que s'il se comporte bien, on ira plus loin. Il faut quand même imaginer un monde, peut-être l'acte 3 de la décentralisation, dans lequel le partage des tâches soit beaucoup plus clair et la responsabilité les uns et aux autres aussi beaucoup plus franche, quitte à ce qu'elle soit sanctionnée par les urnes si c'est mal géré ou par un niveau de mal-être dans une région ou dans une collectivité relativement à une autre plus fort si les gens n'arrivent pas à faire. Enfin, pour répondre à Christine, même si je suis bien sûr très très sensible à ce qui a été dit sur le fait que ça n'a pas exactement fait l'épreuve de sa très grande efficacité dans tous les domaines possibles. Mais je vais prendre un exemple qui me tient à cœur parce que justement on est en train avec le centre avec lequel je travaille de réfléchir à ça. C'est le département de la Gironde veut essayer de sortir du RSA pour mener une politique genre revenu universel, quelque chose qu'avec les mêmes ressources budgétaires se rapprocherait de ce dont on a parlé dans la campagne. Bon, pour l'instant,
l'instant, il n'arrive pas à le faire parce qu'il faudrait mobiliser différents moyens, l'APL, etc. Et il n'arrive pas à avoir même l'autorisation de se lancer dans cette expérimentation. C'est fondamental. Est-ce que ça deviendra possible avec le discours de Macron sur l'expérimentation? Je l'espère. Je n'en suis pas tout à fait sûr parce qu'il faudrait pas simplement prendre l'argent du RSA, mais d'autres ressources et donner la gestion de ces ressources au département. Mais à supposer que ce soit le cas, c'est clairement ça qu'il faut faire. Il faut permettre aux départements dans leur domaine de compétences, aux régions, etc., par rapport à l'université notamment, d'être beaucoup plus inventifs. Mais ça exige que l'État dise, vous avez comme mission l'aide sociale, débrouillez-vous avec cette mission et peut-être en préaffectant des ressources globales à cette mission-là pour être sûr qu'elle ne soit pas cannibalisée par d'autres d'un département à l'autre. Mais à partir de là, il faudrait que ce soit une page blanche. Là, on rentrerait dans un monde très intéressant, celui où en effet on ferait de l'expérimentation de terrain. Donc je crois que c'est ça qui manque. Alors pour revenir sur le cœur du problème, c'est que tout est hybride dans cette histoire. C'est pas simplement les missions qui sont hybrides. Vous gérerez le RSA, mais le quantum, le montant, le truc est déterminé par Paris. Donc ça ne va pas. C'est mon histoire de Gironde. Mais aussi, ce qui ne va pas, c'est que les ressources sont hybrides. Certaines sont locales, d'autres viennent des ressources données par l'État. Aujourd'hui, on est à peu près moitié-moitié, puis ça va encore se renforcer dans le sens de ressources de l'État. Quand on regarde les länders allemands, je crois, je suis pas un spécialiste, mais que c'est plus simple. C'est-à-dire, les ressources sont données par l'État. C'est les ressources pour éviter justement les écarts entre une région et une autre. C'est tout à fait millimétriquement vérifié au niveau central, mais à partir de là, les länders sont complètement autonomes. Donc, on vous donne des ressources, on arrête cette idée d'une fiscalité locale peut-être, et on vous donne des missions et vous êtes complètement libre. Évidemment, il y a le modèle américain où tout est libre, et les recettes et les dépenses. Bon, ce serait sans doute trop gros à digérer pour les Français. Deux systèmes fédéraux. Et nous, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui corresponde à cet équilibre français. Donc le mien, ce serait les ressources sont données par tête, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'écart. Une fois pour toutes, vous savez exactement les budgets et qui seront proportionnés à l'attractivité de vos territoires, les gens qui viennent y vivre. Et puis des missions, et à l'intérieur de ces missions, le maximum d'autonomie pour inventer des formes nouvelles comme celui auquel je pense avec la Gironde. Pour conclure sur cette première partie, Gaspard Juste un mot Ganzer. sur l'idée du contrat. Moi, évidemment, je suis favorable à l'idée du contrat, un contrat responsable entre l'État et les collectivités territoriales. Le problème, c'est que l'expérience montre, l'histoire montre que l'État n'est pas un bon partenaire contractuel, respecte peu sa parole. On l'a encore vu, je suis désolé de le dire sur cette antenne, s'agissant de l'audiovisuel public. Donc, il y a souvent des remises en cause de la signature de l'État. Je serai à la place des collectivités territoriales, j'aurais pas une grande confiance dans la signature de l'État.